À bord de cet épisode de Mythbusters, On va pouvoir piller. On va pouvoir voler. On va y cacher le butin. On va tout faire sauter. C'est Mythbusters spécial pirate. nos vieux loups de mer, Adam et Jamie, ont écumé les 7 mers à la recherche d'histoires de pirates et de mythes maritimes. Je suis gonflé à bloc. Tout d'abord, les éclats projetés par les boulets de canon étaient-ils plus dangereux que les boulets eux-mêmes? Il y a eu vraiment beaucoup d'éclats. Puis Carrie, Grant et Tori jetteront un œil sur le mythe selon lequel les bandeaux des pirates les aidaient à voir la nuit. C'était très marrant. Ensuite, Adam se salit et Jamie nettoie. Le rhum enlèvera-t-il les taches? Le cauchemar des pirates blanchisseurs. Je suis prêt à combattre. Enfin, n'est-ce que du cinéma ou peut-on ralentir sa chute en plantant un couteau dans une voile? Voilà. Chien galeux. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Danger, c'est mon petit nom. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Tu vas me manquer. Carrie Byron N'essayez pas de le refaire chez vous. et Grant Imahara. Pompe aussi vite que je peux. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Voici Mythbusters spécial pirate. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Un boulet de canon ou les éclats de bois qu'il projette? Quelque chose me dit que je connais la réponse. Quel est le mythe? Bon. Selon le mythe, dans un combat entre pirates, avec des canons, ce sont les éclats projetés par les boulets de canon qui sont les plus dangereux. Et pas les boulets eux-mêmes. Il est sans voix. Ah, mes gaillards! Ce mythe vient tout droit de l'âge d'or des flibustiers. Ces perfides forbans mettaient la main sur de lourds vaisseaux chargés de trésors et partaient à l'abordage dans des attaques fulgurantes. Mais est-il vrai que les éclats projetés par un boulet de canon faisaient davantage de morts que le boulet lui-même? We'll close for the killing and border, and I'll dangle Uncle Harry from the far yard. Quel est le plan? La dernière fois qu'on a cherché un canon, on n'a pas réussi à trouver mieux qu'un modèle qui tirait à blanc. Cette fois, il faut qu'on en déniche un qui tire de vrais boulets, et je crois que ça ne va pas être facile. Mettons les documentalistes là-dessus. Et pendant ce temps-là, j'ai des idées fabuleuses pour construire un petit canon à air. Espérons que ces expériences feront plus forte impression que la voix de pirate de Adam. Les Mythbusters sont entrés en piraterie pour découvrir ce qui fait le plus de dégâts dans une bataille en pleine mer. Un boulet de canon ou les éclats qu'il provoque. Turn your piece around. Si vous ne comprenez pas grand-chose aux mœurs des pirates, écoutez bien. Voici la leçon de jargon pirate numéro 1. Une femme pirate est communément appelée une gueuse. Adam confie une recherche à la gueuse Jess. Leur canon à air doit tirer son projectile à la même vitesse qu'un vrai canon. Il faut trouver la vitesse la plus faible à laquelle un boulet pouvait frapper un bateau, car le canon à air ne pourra sûrement pas atteindre la plus grande vitesse possible. D'accord, d'accord. Tandis que Jess recherche dans les livres d'histoire des informations sur la vitesse initiale des canons, Jamie nous en dit plus sur leur plan. Il est temps de s'attaquer au canon à air miniature. Il sera constitué d'un tuyau norme 40 de 6 mètres et d'un autre tuyau norme 40 avec un bouchon à l'autre bout. Ils seront reliés par une soupape. On mettra le tout sous pression avec de l'air comprimé, on ouvrira la soupape et s'attirera le boulet dans le panneau de bois. Ce long tuyau permet à l'air de s'accumuler derrière le projectile et lui donne ainsi un maximum de force. Ce canon tirera des billes de roulement de 5 cm de diamètre. Pas exactement ce qu'on utilisait à l'époque. Mais c'est ce qui était le plus facile à trouver, car ce n'est pas vraiment le genre d'arme que les gens utilisent de nos jours. La gueuse Jess a fait ses calculs.
Lorsque les pirates donnaient leurs foudroyants assauts, un boulet de canon type fendait l'air à plus de 275 mètres par seconde. Le canon à air ne fera jamais le poids. Mais Adam et Jamie pensent qu'une vitesse de 180 mètres par seconde suffira pour faire éclater le bois de manière significative. Voyons cela. Cet essai doit nous permettre de déterminer 3 éléments. Avant tout, quel bois produit le plus d'éclat? On ne va en utiliser qu'un pour le test grandeur nature, donc cet essai va nous permettre de choisir. Ensuite, y a-t-il une zone mortellement dangereuse autour du point d'impact? Les éclats volent-ils dans une direction donnée? Et enfin, volent-ils suffisamment vite pour avoir la même puissance destructrice? Sont-ils pénétrants? Les pirates n'étaient pas difficiles concernant les matériaux constituant leur bateau. Mais il semble que leur préférence allait vers 3 types de bois. On a du pin, du chêne blanc et du chêne rouge. Ce ne sont pas les proportions du bateau, mais on fait d'abord un essai à petite échelle, simplement pour observer les propriétés d'éclatement de chaque essence de bois. Parbleu! Adam et Jamie vont tirer une bille de 5 cm dans 3 types de bois différents. Puis, ils examineront les éclats laissés par chacun d'eux et sélectionneront le meilleur pour leur essai grandeur nature. Ils choisiront le bois dont les projections sont les plus dangereuses. Le premier échantillon dans la ligne de mire du canon est une planche de pin. Bon, j'envoie la pression, d'accord? D'accord. Plus personne au fond de l'atelier? Pression OK. Tout est prêt? Premier essai avec le pain. Dans 3, 2, 1... C'est bon. Quel suspense! C'est génial! Un trou parfait. Un trou parfait, mais y a-t-il des éclats? Regarde ça, mon pote! C'est excellent! C'est génial. Ouais. Quel beau résultat! Bien, on recommence. Laissons Adam et Jamie à leurs occupations et allons voir nos bons à rien de pirates et leurs bandeaux. Étaient-ils plus que des accessoires à la mode? Malgré leur « Ah, mes gaillards » et leur « Oh là, chien galeux », ce mythe suggère que les pirates étaient loin d'être ignares en matière d'ophtalmologie. D'après le folklore pirate, porter un bandeau sur un œil parfaitement sain permettait de voir dans l'obscurité. Il suffisait simplement de le retirer lorsqu'on pénétrait dans la cale sombre d'un navire ou lorsqu'on quittait une pièce bien éclairée pour monter combattre sur le pont en pleine nuit. On a les bandeaux, ça c'est facile. Maintenant, la meilleure chose à faire avant de commencer, c'est d'aller voir un ophtalmologiste pour savoir si ce mythe a une quelconque valeur. Ensuite, on pourra imaginer un moyen de tester la vision de nuit. Pourquoi pas avec un parcours du combattant sur le thème des pirates? Si c'est nous qui construisons le parcours, on ne pourra pas le tester. Faudra qu'on réserve ça à Adam et Jamie. On va leur faire porter des déguisements, c'est parfait. Torrey et Grant commencent à construire un parcours du combattant spécialement conçu pour tester la vision de nuit d'un pirate. Vous devriez reculer au cas où ça tomberait. Carrie, elle, va voir un ophtalmo. Pour tester ce mythe, je suis allée au département d'ophtalmologie de l'Université de San Francisco pour comprendre les raisons scientifiques de la capacité de l'œil à s'adapter à la luminosité. L'idée, c'est qu'ils ne portaient pas un bandeau parce qu'il leur manquait un œil, mais pour habituer un de leurs yeux à la vision de nuit. En cas d'attaque, un geste suffisait à changer le bandeau d'œil, ce qui leur permettait de bien voir et d'avoir l'avantage sur les intrus. Ce mythe me semble plausible, car si vous couvrez un de vos yeux avec un bandeau, vous protégez de la lumière du jour les cellules pour la vision de nuit, et vous conservez leur sensibilité dans l'obscurité. Ceci est dû au fait que l'œil est principalement constitué de 2 types de cellules, les cônes et les bâtonnets. Les cellules de la rétine qui ont la forme des cônes nous permettent de voir des petits détails et les couleurs lorsque la lumière est vive. Les cellules en bâtonnet, qui sont sensibles à de plus faibles intensités de lumière, nous aident à voir dans l'obscurité. Le problème est qu'après être longtemps restés en pleine lumière, les bâtonnets mettent un certain temps à s'adapter à la vision de nuit. Quand je porte mon bandeau, ça veut dire que les bâtonnets sont actifs de ce côté et que les cônes sont actifs du côté où je vois. Ça se tient. Adam et Jamie expérimentent la théorie selon laquelle dans une bataille navale, ce n'est pas directement l'impact du boulet de canon qui est le plus à craindre,
mais les éclats de bois projetés par l'éclatement de la coque du navire. Voici l'essai à petite échelle. Puisqu'on ne peut pas tirer avec un canon à poudre dans l'atelier de Jamie, on a fabriqué un très grand canon à air. Voici le réservoir. Ça, c'est une belle soupape de 5 cm que nous allons actionner grâce à un interrupteur depuis l'arrière. À l'abri pour ne pas être touché si jamais il y a du recul. La bille va partir le long de ce tube de 6,40 m jusqu'ici. Passer devant le chronomètre de manière à ce qu'on connaisse sa vitesse exacte. Pour la déterminer, on va filmer la bille avec la caméra grande vitesse quand elle passera devant ces lignes. Ensuite, elle traversera cette planche qui éclatera en morceaux, qui eux-mêmes iront se planter dans ces panneaux de mousse. La bille ira se loger dans ce gilet pare-balles et nous pourrons observer les résultats. Notre premier test sur le pain a vraiment été spectaculaire. Ça a arraché des éclats assez méchants. J'ai bien l'impression que ce serait un sacré danger pour quiconque traînerait dans le coin. C'est dément. Les éclats ne manquent pas. Mais la bille a-t-elle atteint la vitesse de 180 mètres par seconde nécessaire pour simuler un véritable canon? 439 km/h. C'est plus lent que ce que j'espérais. Mais c'est quand même sacrément rapide pour un tube de 6 mètres. La vitesse du canon à air n'est pas optimale. Mais à ce stade de l'expérience, le but est de comparer les qualités d'éclatement des différents bois. Ayant obtenu une quantité impressionnante d'éclats projetés, Adam et Jamie passent à l'échantillon suivant, le chêne blanc. 2, 1... On dirait qu'il en manque un bout. Un gros morceau de chêne blanc a été arraché. Mais les fragments plantés dans les panneaux de mousse sont éloquents. Violent. On est en plein dedans. Ils ont été quasiment pulvérisés. Il y a eu vraiment beaucoup d'éclats, encore plus qu'avec le pain. Oui, il y a moins de morceaux, mais ils sont beaucoup plus gros. Et ils semblent bien plus dangereux. Les apparences peuvent être fatales. Mais qu'en est-il des éclats? D'après ce que je vois, les éclats arrachés au chêne seraient considérablement plus dangereux que ceux du pin. Non seulement ils sont plus gros, mais le bois lui-même est plus dense. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça pénétrerait mieux la chair humaine. J'enlevais le ruban adhésif pour le refaire, et devine quoi? Certains se sont plantés dans le bois? Juste ici. Oui, les fragments sont plus gros et plus lourds. Tu sais, je commence à me dire que c'est peut-être possible. Quelqu'un pourrait être tué s'il se prenait un éclat comme ça au bon endroit. Ouais. Sans oublier qu'on est seulement à... Combien déjà? On est à la moitié de la vitesse et de la taille d'un vrai canon. C'est génial. Des deux bois testés jusqu'à maintenant, le chêne blanc est de loin le plus dangereux. Le dernier bois testé est... Chêne rouge. Dans 3, 2, 1... J'adore ça. De nouveau en plein dans le mille. Le bois vole de toutes parts. Oui, les éclats sont vraiment beaucoup plus gros. Est-ce qu'il y en a planté dans le bois? Non. Pourtant... La mousse est vraiment plus abîmée sur cet essai que sur les autres. Je n'ai pas l'impression que les fragments aient pénétré aussi profondément qu'avec le chêne blanc. Alors Adam, c'est presque la fin de ta première journée dans la peau d'un pirate? Que penses-tu de ce mythe? Au départ, je n'étais pas convaincu par ce mythe. Qu'est-ce qui pourrait être plus mortel qu'un coup de canon? Mais en regardant ça, je me dis vraiment qu'il y a du potentiel ici, que ça pourrait bien être plausible. Parce que ces éclats de chêne blanc se sont plantés dans les planches de contreplaqué et de pin qui servaient de protection. Il faut beaucoup de puissance pour planter du bois dans du bois comme ça. Encore un grand jour pour la science. Et tout pirate qui se respecte rentrerait chez lui. Mais niveau respect de soi, Adam a des lacunes. Maintenant, quelque chose de marrant. À quoi tu penses? On a un gros moulage de la tête de Grant en gel balistique. D'accord.
Leçon de jargon pirate numéro 2. On appelle affectueusement un jeune pirate chien galeux. Grant, le moussaillon de l'équipe de Mythbusters, a fait un moulage de sa tête avec du gel balistique. Il n'y a aucun objectif scientifique, c'est vraiment juste pour s'amuser. On finit rarement en avance, donc autant utiliser le matériel qu'on a installé. Tête de Grant, seul et unique essai. Feu dans... 3, 2, 1. En plein dans le mille. Mais bizarrement, Grant semble en être sorti indemne. Ça n'a pas traversé sa tête. Tu es sûr? Positif. Regarde l'arrière de sa tête. Il n'y a pas d'orifice de sortie. Je crois que... On l'a touché. Tu es sûr? Qu'est-ce que c'est? Ça l'a traversé? Non. Si, juste là. Laisse-moi voir. Tu crois que ça l'a traversé? Et sinon, où serait-il? Il l'a touché. Bon sang, t'as raison. Complètement raison. Ce truc lui a traversé la tête. C'est un des trucs les plus méchamment malsains qu'on ait jamais fait. Les yeux ont une place de choix dans la mythologie pirate. Mais porter un bandeau est-il vraiment un bon moyen de passer d'une vive lumière à l'obscurité d'un bateau? Après une visite chez l'ophtalmo, Carrie voit ce mythe d'un bon œil. Je commence à croire qu'on est face à un vrai mythe. De retour à l'atelier, l'équipe se prépare à le vérifier par la pratique. Ohé, matelot, terre, terre! Ils vont construire un parcours du combattant dans un navire pirate. Je vais faire un canon. Puis, ils vont demander à Adam et Jamie de mettre un bandeau et de s'y diriger dans le noir. Tu veux jouer les durs? D'accord, dis bonjour à mon petit copain. Feu! Il faudra éviter des obstacles et ne pas toucher aux boulets de canon. Les boulets! Une journée de vol et de pillage comme les autres en somme. Et que serait une histoire de pirate sans une belle jeune fille en détresse? Maintenant, je vais prendre plein de photos. On va les transférer sur l'ordinateur, puis on va les imprimer grandeur nature pour fabriquer des effigies. Grant les fera surgir grâce à une commande pneumatique, comme ça, quand ils s'approcheront, hop! Si c'est un méchant, ils devront le frapper. Et si c'est une jeune fille qu'ils doivent sauver? Il frappe. Mais non, pas moi! Je suis la gentille. Donc, des effigies de pirates bondissantes grandeur nature sur le pont de Dunette. Mais un pirate pur et dur ne sera satisfait que lorsqu'il aura trouvé le coffre au trésor. Et qu'y aura-t-il dans ce coffre, Carrie? On va y cacher le butin! Carrie fixe son coffre et les pirates pneumatiques sont prêts à bondir. Le bateau est terminé. Que diriez-vous d'une démonstration? Souvenez-vous, Adam et Jamie devront faire le parcours dans le noir. C'est vraiment super. Donc on a des seaux, différentes boîtes par terre. Premier pirate. Le méchant pirate Grant. C'est le méchant Grant. Et ils vont devoir le poignarder dans le cœur. Avec un peu de chance, ils se cogneront pas, ils se baisseront. D'accord, continue. Là, la belle jeune fille qu'il ne tue pas jaillit. On ne tue pas la jeune fille. C'est violent. Bon. Génial, ça va être dingue. Bon, on évite le canon. Ne pas buter dans les boulets, le méchant pirate Tori jaillit. Ils devront le poignarder dans le cœur. Enfin, ils devront ouvrir le coffre au trésor et hisser le pavillon noir. Hisser le drapeau. Et quand ils penseront avoir fini... Prisonnier. Il ne manque plus que les victimes. Il est maintenant temps de s'asseoir avec un bon grog et d'écouter une légende décapante. Le rhum est aux pirates ce que le boulet est au canon. Mais leur apportait-il plus qu'un peu de réconfort lors des longues nuits en mer? Pouvait-il rendre leur chemise bouffante plus blanche que blanche? Bien sûr, nous allons devoir trouver le véritable tissu des chemises de pirates. Et il va falloir les tacher avec exactement les mêmes ingrédients qu'à l'époque. Sang, sueur et goudron. Parfait. Il va aussi nous falloir du bon vieux rhum. Oui, et je trouve qu'on devrait avoir un élément de comparaison. Je pense qu'on devrait utiliser du savon de l'époque. J'ai entendu parler d'une méthode secrète que les pirates auraient utilisée pour leur lessive.
On devrait comparer ces 3 techniques à un détergent moderne. Je m'occupe des tâches. Alors c'est moi qui nettoierai. Donc moi, je fais le juge. Exactement. Pour Adam, l'heure est venue de se salir les mains. Le principe de cette expérience est de prendre les 3 tâches les plus courantes chez les pirates. Il y avait bien sûr le sang, et aussi bien sûr la sueur. Les pirates n'étaient pas célèbres pour leur hygiène. Et la 3e chose qu'on trouve sur un bateau, c'est le brai, le goudron. Je vais tailler des échantillons d'à peu près 1 mètre carré dans ce tissu. On va les tâcher avec nos différentes substances et essayer de voir si le rhum parvient vraiment à les enlever. C'était dur, la vie de pirate. En plus du manque d'hygiène, du soleil de plomb, du sang et de la sueur, on portait ce tissu grossier. C'est très rêche sur ma peau. Nous n'avons pas de chemise de pirate de l'époque. Mais nous savons que si un gentilhomme élégant portait du beau lin finement tissé, les pirates, eux, utilisaient un tissu plus grossier appelé l'ocrame. Ce qui s'en approche le plus est cette étoffe à broder blanchie, tissée avec du fil d'une contexture de 40. C'est assez rêche, mais c'est parfait pour nos essais. Et je crois que c'est ce qu'on pouvait trouver de plus approchant. La première chose avec laquelle un pirate est susceptible de se tacher, c'est du sang. Adam sait exactement où en trouver. On en a dans le frigo. C'est ce que Jamie prend tous les jours au déjeuner. Mais non. Qu'est-ce qui a retiré mon sang du frigo? En réalité, c'est du sang de porc. Adam badigeonne 4 échantillons de tissu. Le cauchemar des pirates blanchisseurs. Ensuite, on va mettre du brai sur nos chemises. Pour faire des tâches de pirates, on pense tout de suite au sang et à la sueur. Mais on voulait aussi quelque chose de plus crasseux. Et on sait que le brai était utilisé sur les bateaux pirates et les autres navires de l'époque. On s'en est servi dans plein d'autres épisodes, et c'est vraiment très salissant. C'est donc ce qu'on va utiliser pour les prochaines tâches. Il reste encore une tâche. Et là, je vais devoir payer de ma personne. Adam a un plan pour transpirer pour la science. Je vais faire 3 choses. Je vais courir sur le tapis roulant de Jamie, dans mon étuve, qui n'est autre que son ancien atelier de moulage. Et je vais enfiler ce qu'on a de plus chaud et de plus étouffant, une combinaison inifugée. Il fait sacrément chaud là-dedans. Je devrais pas avoir de mal à produire une bonne quantité de fluide corporel dont on a besoin pour ce test. Pour recueillir ce fluide, Adam place le tissu là où il en absorbera un maximum. C'est parti! Il saute sur le tapis, prêt à commencer à transpirer. Mais au bout de 15 secondes sur sa propre machine de guerre, il halète comme un hamster asthmatique. Ça indique que je n'ai brûlé que 20 calories. Comment ça? Allons directement à la fin de cette séance de remise en forme. On a donc 3 types de tâches. Du sang, du brai et de la sueur. Ou, comme on dit en jargon pirate, un samedi soir. Saturday night. C'est parti! Mais il y a un problème. La sueur de Adam ne sent pas et ne tache pas. Ma tache de sueur ne marche pas. On ne la voit pas vraiment. Et j'imagine que c'est dû à mon hygiène de vie. On ne sent rien du tout. Mais il me faut une 3e tâche pour compléter ma panoplie de pirates et tester mes différents détergents. Donc j'ai pensé à des oranges. On en mettait sur les bateaux pour prévenir le scorbut. Et pour se distraire, j'imagine. Je pense que je vais les presser et les écraser sur le tissu. Et on verra si nos produits parviennent à enlever ce type de tâche. Adam macule donc les échantillons de jus d'orange comme un pirate le ferait en mangeant salement. Les bonnes oranges. Grant, Carrie et Tori mettent le cap sur le mythe du bandeau. Ils sont prêts à utiliser Adam et Jamie comme cobayes. Oh là, chien galeux! Une fois nos 2 larrons habillés pour l'occasion, les chiens galeux donnent leurs instructions.
Bien. Vous devez attendre ici 15 minutes pour qu'on soit sûr que vos yeux sont à peu près habitués à la lumière. On veut juste s'assurer que vous restez bien à la lumière du jour. Si possible, regardez les nuages ou quelque chose de blanc. Je sais que c'est dur, mais c'est ce qu'on a de mieux pour blanchir vos bâtonnets. Tandis que Grant, Carrie et Tori préparent le parcours, nos pirates flambant neufs attendent que leurs yeux s'accoutument. Pas facile d'être un pirate. On passe son temps à attendre pour piller et voler. Pourquoi ne pas tuer le temps avec quelques pronostics? Mon sentiment sur cette histoire de bandeau, c'est que les yeux s'adaptent assez vite. Je pense qu'après 2 minutes là-dedans, il n'y aura pas de différence significative. Voilà mon sentiment. Je prédis que je danserai sur les entrailles de Jamie dans quelques minutes. Avant d'ouvrir le bal, Carrie la pirate et son interprète Grant le perroquet expliquent les règles. Écoutez, bande de vauriens, et écoutez bien, car vous n'ouïrez cela qu'une seule fois. Seuls les méchants pirates doivent aller se noyer. Les méchants pirates porteront une cible sur la poitrine. Vous devrez les transpercer avec votre sabre. Ne blessez pas la damoiselle. Ne blessez pas la demoiselle. Ne renversez pas les boulets. Ne renversez pas les boulets. Trouvez le coffre, ouvrez-le et hissez le pavillon noir. À la fin, il y aura un coffre au trésor sur le sol, avec ce cadenas. Ouvrez-le avec votre clé. Que nous vous donnons maintenant. Bien. Dans le coffre, vous trouverez ce drapeau. Attachez-le et hissez-le jusqu'en haut. Bien, allons-y. Le premier marin à monter à bord est Barberousse le sauvage. Il doit effectuer le parcours avec un œil exposé à la lumière du jour, tandis que l'œil habitué à l'obscurité doit rester masqué. Allons les tuer. Je n'y vois rien du tout. Bien, lâchons les chiens. Regardez-le, on dirait un pirate aveugle. La caméra filme à l'aide d'une optique infrarouge. Mais pour Adam, il fait aussi noir que dans le fond d'un tonneau de grog. Il a l'air complètement désorienté, là. On voit tout de suite que Barberousse n'a pas trop le pied marin. En passant d'une lumière vive à l'obscurité, il est aussi aveugle qu'une chauve-souris. Il va se cogner la tête. Il escalade les sacs. Il va dans le mauvais sens. Le pire chemin possible. Bon, il se dirige vers Carrie. Il s'est pris un sac. Adam a raté le premier pirate et buté sur des boulets de canon. Mais arrivé face au méchant Tori, il est incapable de l'identifier sans le toucher. Ça doit être un pirate. Voilà. Bien joué. Il en a eu un. Après 4 minutes hilarantes, l'œil de Adam commence à s'habituer à l'obscurité et il reconnaît son bâbord de son tribord. Il a ouvert le coffre. Joli, joli. Très bien. Prends le drapeau. Tourne-toi. La dernière tâche est nettement plus facile. Attends, et voilà. J'ai hissé le pavillon noir. Le filet l'a raté, mais c'était très marrant. Adam évite la capture de justesse et se dépêche de quitter le navire. Beau travail. Joli, bien joué. T'étais génial. C'était fantastique. C'est vrai? Vous m'avez vu? Oui. Oui. J'ai raté un pirate ou deux, non? Oui, t'as raté le pirate du début. Je n'y voyais rien. Sérieusement, c'était le noir total. Je suis tombé sur un truc avec du papier au milieu. Je me suis dit que c'était un pirate. À première vue, Adam n'y voyait rien. Carrie le chronométrait depuis le nid de Pi. Voyons les résultats officiels. Je suis très impressionnée. Il a fait le parcours du combattant dans le noir complet en 5 minutes et 20 secondes. Il n'a eu que 2 pénalités de temps. D'abord, il n'a pas eu le premier pirate et ensuite il a buté dans un boulet de canon. Donc en tout, ça fait 5 minutes 40 secondes pour le premier test d'Adam. Au tour du capitaine Heinemann de monter à bord et de tester ses compétences de pillard. Tout comme Barberousse, il est dans le noir le plus total. Il ne réussit à remplir qu'une seule tâche,
se débarrasser de Tori. Ensuite, il recommence à chercher son chemin à tâtons. Ils sont complètement aveugles. Ils n'y voient vraiment rien du tout. Il est complètement perdu. Attends, peut-être... Il va piloter? Il lui aura fallu du temps, mais Jamie finit enfin par hisser le pavillon noir. Fais comme un rat. Maintenant, la grande question est de savoir ce qui changera quand nos pirates chasseurs de mythes utiliseront leur autre œil. Adam a fait couler du sang, jonglé avec des oranges et badigeonné du brai pour tester le mythe selon lequel les pirates utilisaient du rhum comme détachant. Le cauchemar des pirates blanchisseurs. Mais avant de passer au nettoyage, Adam recherche une méthode de lessive maritime alternative. Je me souviens avoir entendu, il y a des années, que sur les navires anciens, on gardait l'urine des pirates ou des marins dans un tonneau. Et qu'en restant stockée à l'air libre, elle s'évaporait. Il ne restait que de l'ammoniac, qu'on utilisait ensuite pour faire la lessive. Après une courte pause recherche, Adam confirme l'histoire et en donne les détails. Un site sur l'histoire de la blanchisserie. J'adore Internet. L'élément clé tient dans le fait qu'avec le temps, l'urée contenue dans l'urine se transforme en ammoniac. Et l'ammoniac est un alcalin couramment utilisé dans les produits ménagers. Il ne lui reste plus qu'à suivre la recette de ce détergent douteux. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de faire réduire de l'urine ou pipi pour faire de l'extrait de pipi. Pour utiliser de l'urine comme détergent, comme le faisaient peut-être les pirates, il faut du pipi éventé. Je n'en ai pas, mais j'ai une plaque de cuisson. Je vais donc le chauffer un moment, faire évaporer l'eau qu'il contient et obtenir ainsi de l'urine ou pipi éventé. Cette expérience me permet de conclure que le type qui faisait ça ne devait pas être le plus populaire du bateau. Heureusement, Adam fait toujours passer la science avant sa vie sociale. Notez qu'elle est beaucoup plus foncée. Et maintenant, je n'ai plus que 300 millilitres. Je l'ai fait réduire de moitié, en enlevant surtout de l'eau, pour ne garder que les substances chimiques nécessaires à la lessive. Le nettoyage, c'est l'affaire de Jamie. Tu as 3 détergents anciens et un détergent moderne à essayer sur chaque lot d'échantillons. Tu as du savon à l'ancienne, fabriqué comme à l'époque. Tu as du vieux rhum, c'est le sujet de notre mythe. L'utilisait-il comme détergent? Tu as du pipi éventé, dont il ne reste pratiquement plus que l'ammoniac, et qui était aussi utilisé pour la lessive sur les bateaux pirates. Et enfin, un détergent moderne. Ta mission est d'essayer chacun d'entre eux sur chacune des 3 tâches. Heureusement qu'on est près de la ventilation. Pour se donner du courage, le capitaine Heinemann prend une gorgée de grog et met ses gants en caoutchouc. Bien, d'abord le pipi. Ensuite, il s'attaque à la tache de sang. Le sang est coriace pour n'importe quel type de détergent, même les modernes, surtout si la tache est sèche. Si j'avais fait cela quand le sang était encore frais, ce serait très différent. Pour l'instant, ça agit exactement comme un solvant, parce que ça étale le sang, mais ça ne l'enlève pas. Puis Jamie utilise l'urine sur les taches de goudron et d'agrumes. Il répète ensuite l'opération avec le savon du XVIIe siècle et avec un détergent moderne qui contient un détachant puissant, le peroxyde d'hydrogène. Enfin et surtout, le rhum. Immédiatement, Jamie identifie une incohérence fondamentale dans ce mythe. Je pense que tout pirate qui se respecte aurait préféré le boire que de l'utiliser comme lessive.
Les 3 tâches ont été traitées avec les 4 agents nettoyants. Il apparaît vite à l'issue de cette lessive que la conclusion de ce mythe est négative. Il semble que les propriétés dissolvantes et détachantes du rhum soient limitées. Ces taches ont été lavées avec le rhum. Et je peux déjà dire que parmi toutes les substances, c'est celle qui a le moins bien marché. Le résultat est moins bon qu'avec le savon, le détergent et l'urine. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la recette à base d'urine de Adam est concluante. Espérons qu'il ne fasse pas des mules. Les Mythbusters testent un mythe sur les méthodes de lessive des pirates. Adam s'est chargé des tâches et Jamie s'est occupé du nettoyage. Maintenant, c'est à Carrie de juger. T'es prête, Carrie? Nous avons lavé ces 4 lots. Un avec du rhum, un avec du savon à l'ancienne, un avec du pipi éventé et un avec un détergent moderne. Tu dois tous les regarder et me dire lequel est pour toi le plus propre, lequel arrive en deuxième, etc. D'accord, rouge clair. Celui-là est pas mal. Un peu jaune, pas génial. Aucun n'a enlevé le bray. Celui-ci est plus rouge. Un peu mieux pour le bray. Bien. Le bray est mauvais sur celui-ci, mais le sang est vraiment bien sur celui-là. Et... Bon, quoi qu'il en soit, celui-là est le moins bon. Je dirais que celui-ci est le meilleur pour le sang. Et celui-ci pour le bray. Bien. Donc, le plus mauvais est le vieux rhum. C'est bidon. Le meilleur pour le sang est l'urine éventée. Et le meilleur pour le bray est la lessive moderne. Oui, ce sont les 2 meilleurs. Le savon n'a pas bien marché. Je crois que c'est vraiment bidon. Le rhum comme détergent, complètement bidon. Oui, c'est bidon. Bidon. Ce mythe est bidon. Adam et Jamie ont effectué le parcours du combattant des pirates avec leur bandeau. Il s'est pris un sac. Et les voir se débattre dans le noir était hilarant. Nous voici maintenant au cœur du mythe. L'utilisation judicieuse du bandeau avec un œil déjà accoutumé à l'obscurité donnera-t-il un avantage à nos pirates amateurs? Jamie et Adam attendent dehors. Ils ont leur bandeau sur les yeux pour les accoutumer à l'obscurité. Ils vont entrer, changer le bandeau d'œil et faire le parcours. Pour éviter que Adam et Jamie ne fassent un meilleur temps parce qu'ils connaissent déjà le parcours, les obstacles ont été déplacés. Adam piaffe d'impatience. Je suis gonflé à bloc. J'ai hâte de pouvoir bouger ce bandeau. D'après le mythe, cet essai devrait prendre à Adam beaucoup moins de temps que les 5 minutes pendant lesquelles il a hésité et trébuché avec son œil habitué à la lumière du jour. Il inverse le bandeau, découvre son œil accoutumé à l'obscurité et entre. Quelle différence? Il est tout de suite clair que l'inversion fonctionne. C'est un pirate? Non, une donzelle. Oui, il voit. Avant que l'équipe placée dans le nid de pie n'ait le temps de dire « Monte sur la planche, marin d'eau douce », Barberousse a presque terminé. 1 minute et 12 secondes. Il a pulvérisé son temps. Voilà le pavillon noir. Le drapeau. Bon sang, je n'y crois pas. Quelle différence? Et voilà. Oh, le filet m'est tombé dessus. C'était le jour et la nuit. Joli. C'était incroyable. Quelle différence. C'est pas incroyable? La différence est hallucinante. Je m'attendais vraiment... J'y vois rien. Je m'attendais vraiment pas à une telle différence. Autant la première fois, je tendais les bras dans le noir. Autant la deuxième fois, j'étais là. Oh, un pirate. Un pirate. Oh, une corde. Pourquoi Adam a-t-il eu autant de facilité? Il portait le bandeau depuis plus d'une demi-heure et les cellules en bâtonnet de son œil bandé étaient prêtes pour la vision de nuit. Les chiffres le prouvent. Il a fait le parcours en 1 minute et 55 secondes. Soit 3 minutes et 45 secondes de moins que son premier essai sans la vision de nuit. Ça fait un sacré laps de temps en moins. Et une précision de 100%. Pendant que Barberousse se repose de sa longue nuit de pillage, le capitaine Heinemann se lance dans la bataille. C'est complètement différent.
Il est plus de 2 fois plus rapide et 2 fois plus précis. C'est dingue. C'était... Je n'aurais jamais cru ça. Je pense qu'il m'aurait fallu quelque chose comme une demi-heure en restant assis dans le noir pour obtenir le même résultat qu'en inversant simplement le bandeau. Excellent. Ouais. C'est ce qu'on voulait entendre. Summit a de beaux jours devant lui. Mais Adam et Jimmy vont encore faire un essai avec leur œil habitué à la lumière. Et Carrie leur réserve une surprise. On a laissé le parcours exactement comme ils l'ont fait, avec l'œil habitué à l'obscurité. Comme ça, on va vraiment pouvoir prouver de manière empirique que s'ils parviennent à faire le parcours en 2 fois plus de temps, ou simplement qu'ils dépassent leur premier temps, ce mythe est réel. Vas-y, le tueur. Prêt? Prêt. Allons piller! C'est légal en Californie. Adam a du mal à faire le parcours. Et il est à nouveau flagrant qu'être habitué à l'obscurité donne un très net avantage. C'était vraiment une bonne vérification. Car c'est difficile de tester ce mythe scientifiquement. C'est une notion très subjective. Quoi qu'il en soit, je dois avouer qu'il n'y a rien de subjectif dans le fait que c'était beaucoup plus facile avec l'œil bandé qu'avec l'œil exposé à la lumière. Et ce 3e essai l'a prouvé sans conteste. C'est génial. On a épinglé ce mythe. Je crois que Jamie et Adam sont assez convaincus par les résultats du mythe du bandeau. Ouais, on les a d'abord fait passer avec les yeux habitués à la lumière. Ils ont tâtonné partout comme des idiots. Et quand leurs yeux étaient habitués à l'obscurité grâce au bandeau, ils ont fait ça en un éclair. Et pour une dernière vérification, on leur a fait refaire ce parcours une dernière fois, avec leur vision de jour, sans parler du fait qu'ils le connaissaient. Et ils ont eu autant de mal qu'à leur premier passage. Il faut le dire, ce mythe est plausible. Je dirais plausible aussi. Plausible? Oui. Plausible. Mythe plausible. Planter un couteau dans une voile permettrait-il à un pirate de survivre à une chute? Bien, ce mythe pirate nous vient en grande partie d'Hollywood. Le pirate est dans le nid de pie. Il doit descendre sur le pont du navire. Pour aller plus vite, il plante son couteau dans la voile et glisse en toute sécurité. Douglas Fairbanks père, héros des films de Cap et d'épée, nous montre ici sa technique. Il plante son couteau, descend en un saut parfaitement contrôlé et atterrit souplement sur le pont, prêt à livrer une nouvelle bataille. Le couteau dans la voile, définissons ce mythe. D'accord. Je pense qu'il faut glisser sur la voile tout du long sans tomber. Et une fois sur le pont, il faut être en assez bon état pour pouvoir se relever et continuer à se battre. Voici le plan. Mais vérifier ce mythe nécessite un peu de culture nautique. Pour cela, nos marins d'eau douce montent à bord du Balclutha, un clipper restauré qui date des années 1880. On ne s'y connaît pas vraiment en voile, donc on a trouvé un spécialiste. Chris Giannini peut leur apporter des réponses pointues. Il paraît que vous êtes un expert des voiles de différentes époques. Pas un expert, mais au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur des 3-mâts carrés, et épisodiquement avec 2 des meilleurs maîtres voiliers du pays. Ce sont des voiles plus modernes, mais je connais certaines techniques de fabrication des voiles, et je les maîtrise bien. D'accord, Chris. Le mythe auquel on s'intéresse s'inspire des films de pirates, dans lesquels ils plantent leur sabre dans une voile et se laissent descendre jusqu'en bas. Vous avez déjà vu ça? Vous pensez que c'est possible? J'en ai entendu parler. Et heureusement que le maître voilier ne se trouve pas en bas, parce qu'il les tuerait à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, voici un mythe à étudier. Il est temps de passer à la pratique et de voir s'il est facile de déchirer une voile avec un couteau. Ça coince. Comme dans du beurre. Mais il y a un hic. Il y a toujours un hic. Vous voyez ces bandes de riz? Il y en a 1 ou 2, et jusqu'à 4 selon la voile que vous voulez descendre avec votre couteau. Horizontalement? En descendant. Le haut est ici. D'accord. Donc on tomberait là-dessus? Oui, en descendant. Il faudrait traverser le riz. Oui, tu resterais bloqué. Vous allez buter dessus, et il peut y en avoir 2, voire même 4. Il y a l'épaisseur de la toile, plus la partie repliée. Vous avez donc une double, une triple épaisseur de toile. Ça fait une épaisseur de plusieurs millimètres. C'est comme une fine planche de contreplaqué, environ 3 millimètres. Ça peut aussi te freiner.
Ça vous ralentirait. Mais ça pourrait te casser la main. Si tu descends très vite et que tu butes sur une de ces coutures, ça va t'arracher le couteau de la main. Une voile est donc plus qu'un morceau de toile pliée. Ces satanées bandes de riz compliquent encore un peu plus ce mythe. On a de la chance, on a eu plein d'informations. Oui, on a une idée du type de voile, du matériel à utiliser. Prochaine étape, récupérer tout le matériel et le rapporter à l'atelier pour les tests. Bon, merci Chris. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Adam et Jamie, nos deux vieux loups de mer, vérifient le mythe selon lequel les éclats projetés par un boulet de canon traversant la coque d'un navire provoqueraient plus de dégâts que le boulet lui-même. Oh là! Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que c'est le moment de notre leçon de jargon pirate numéro 3. Hola est la traduction d'une expression néerlandaise qui signifie « arrêter immédiatement ». Mais elle peut aussi être utilisée comme salutation, comme dans « Hola, vieux loup de mer, où en es-toi-tu avec ce mythe ?» Les essais menés avec un petit boulet de canon sur un authentique bateau pirate en bois ont donné des projections spectaculaires, le chêne blanc s'avérant être le plus dangereux. Nous voici donc maintenant à la deuxième étape. Les documentalistes ayant réussi à trouver un véritable canon, nos amis ont décidé de passer au cran au-dessus. Ce canon est basé sur le fait que quand on enflamme de la poudre, elle se dilate à une vitesse phénoménale, plusieurs milliers de mètres par seconde. C'est ce phénomène qui propulse les balles, et aussi les boulets de canon. Ici, nous essayons de nous approcher de la vitesse d'un boulet de canon à l'aide d'air comprimé. C'est le même principe. On enferme l'air dans un volume réduit, puis on le relâche grâce à ces deux soupapes pour qu'il se dilate. Le paradis pour un plombier. Mais un canon à air plus gros peut-il vraiment atteindre la même puissance qu'un vrai canon? L'air se dilate plus lentement que la poudre. On n'y peut rien. Mais même si la vitesse est plus faible, je pense que cet essai reste valable, car on s'intéresse à l'impact du métal sur le bois, ainsi qu'aux différents degrés de létalité entre un boulet en métal et les éclats de bois projetés par l'impact. Plus d'air, donc un canon plus grand et un boulet plus gros. C'est sans aucun doute le plus grand canon à air que j'ai jamais fabriqué. Du concentré de pure puissance exécuté en toute sécurité. Je suis sale et content de moi. Tout ce que j'aime. Adam est aux anges et Jamie ouvre le courrier. Je n'en suis pas sûr, mais au poids, je dirais que ce sont nos boulets. Adam peut venir. Je veux le voir jongler avec ça. Joli. J'ai une question pour toi. Oui? Bien sûr que je veux jongler avec. Ils font quoi, 4,5 kg? 2,7 kg. Ça, c'est du sport. Bon sang, c'est dur. En effet, 8 kilos. Ne les faites pas tomber. Faisons l'inventaire du matériel nécessaire pour ce mythe. Des billes de près de 3 kilos, c'est bon. Un canon à air ultra puissant, c'est bon. Un authentique navire pirate du XVIe siècle. Capitaine, on a un problème. Il n'y en a pas ici. Ni là. Ni même ici. Mais Adam, qui est un garçon plein de ressources, a un plan pour construire son propre bateau. Il sait que les navires de pirates sont constitués d'un bordé externe horizontal, soutenu par des poutres verticales ou épontilles, ainsi que d'un bordé interne plus fin. Afin de connaître les bonnes dimensions des différentes parties de cette structure, Adam va chercher les conseils avisés d'un maître de la construction navale, John Phillips. Je voudrais être aussi précis que possible pour mes tests, et je voudrais bien reproduire les bordées internes et externes. Donc, j'aimerais que vous me donniez une idée de l'épaisseur que je dois leur donner, ainsi que leur écartement. En fait, ça dépend de l'origine et de la taille du vaisseau. Cette épontille ou charpente aurait au moins cette largeur et cette épaisseur. Disons 15 par 15. Et celle-là devrait être écartée de moins de 30 cm. D'accord. Le bordé pourrait faire, disons, 7 cm d'épaisseur. Et le bordé interne ferait 5 cm d'épaisseur. Donc ça fait 7, 15 et 5. Ok.
Après avoir écrit à la hâte ces éléments sur la paume de sa main, Adam retourne travailler à l'atelier. Regardez-moi ça. Un bateau pirate. On dirait bien qu'il met la charrue avant les bœufs. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais bientôt ce sera un bateau. Ne zappez pas. Ne va-t-il pas lui manquer une centaine de tonnes de bois? Voilà les montants. Ce sont les poutres verticales qui forment la coupe transversale du navire. Je vais juste faire une partie du bateau pirate. Je n'ai pas le temps d'en faire plus. Ça, ce sera le garde-corps du pont, d'environ 1,20 m. En fait, sur les vrais navires de l'époque, cette partie se trouvait à peu près à cette distance. Je vais en mettre seulement 2 à cette distance, parce que c'est là qu'on va tirer. Les 2 autres, je vais un peu les espacer, parce qu'ils servent juste à tenir les autres planches qui forment notre navire. Et ce trou au milieu? Là, au centre, c'est là qu'on va tirer. C'est là que je vais mettre le vrai bois, et derrière, il y aura les vrais pirates. Une fidèle dague pourra-t-elle ralentir un pirate en train de choir? C'est la question à laquelle Carrie, Grant et Dory essaient de répondre. Pour l'instant, ils ont accosté un beau navire, le Balclutha, et récolté des trésors de savoir. Il s'est avéré que ce mythe ne va pas être de tout repos. Tel que ça se présente, ça ne va pas être si facile. L'épaisseur de la voile varie, et le tranchant et l'angle de la lame peuvent faire une grosse différence. Donc peut-être qu'avant de risquer nos vies en descendant le long d'une voile avec un couteau, on devrait faire d'autres tests pour avoir des éléments plus précis. Faisons un essai dans lequel on pourra utiliser un couteau et une voile d'époque, mais en fixant le couteau et en faisant passer la toile à travers. Comme ça, on enlève le facteur humain. On peut tester différents aiguisages pour trouver celui qui sera optimal pour descendre le long de la voile en toute sécurité. Nos amis ont modifié et amélioré leur stratégie. L'heure est venue de fendre de la voile. L'équipe de Mythbusters tranche des voiles. Dory a défini un plan. Bien, ce qu'on essaie de reproduire, c'est une personne descendant le long d'une voile à l'aide d'un couteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la voile vers le haut. Et pour ça, il nous faut au moins le poids d'un homme moyen. Bien. 90 kilos d'action pure. D'accord? Tu l'as? Attention à ne pas te ruiner le dos. C'est lourd. Le système est simple. Le couteau sera fixé au travers d'un panneau de toile épaisse qui sera tiré en lâchant un poids. Un bon couteau devrait trancher la toile sans difficulté. Mais quel type de couteau un pirate utiliserait-il? Joli. Trop fort. Super. 3 couteaux ont été livrés pour mettre à l'épreuve le mythe de la voile. Un sabre d'abordage? Trop long. Une dague Gourka? Peu de pirates sont arrivés jusqu'au Népal. Il ne reste plus que ce poignard, appelé main gauche. Non seulement c'est une authentique pièce d'époque, mais il est du même type que celui utilisé par notre héros de film de cap et d'épée. Pour ce mythe, il est important de déterminer dans quelle mesure le couteau ralentit la chute. Si tu vas trop vite en atterrissant sur le pont, tu vas te casser les chevilles. On a vu mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est évaluer dans quelle mesure le couteau ralentit la descente. N'oubliez pas que le pirate doit atterrir sain et sauf sur le pont après être descendu avec le couteau. Ces 2 essais, l'un avec une lame aiguisée et l'autre avec une lame émoussée, devraient permettre de connaître les vitesses relatives de chaque chute. Premier essai, main gauche, angle de 90 degrés, lame émoussée. Prêt? Joli! En fait, en repassant les images, tout ne s'est pas passé comme prévu. Sur le premier test, on a eu quelques ratés qu'on doit résoudre. Le couteau a pivoté et la voile s'est vrillée. Pour remédier à ces 2 problèmes, on a légèrement orienté le couteau vers le bas et on a rajouté de quoi empêcher la voile de s'échapper quand elle part vers le haut. Un peu de couture et la lame émoussée est à nouveau fixée à sa place. Premier essai amélioré avec lame émoussée sur voile en coton. Et c'est un test sur la vitesse de la main gauche. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Cool, c'était un bon test. Joli.
La lame émoussée, orientée différemment, a parfaitement tranché la voile. Maintenant, il faut la comparer à une lame plus aiguisée. Un rapide aller-retour sur la Meule et nos amis pourront savoir si un pirate méticuleux avait plus de chances d'accomplir cet exploit mythique. Deuxième essai, lame aiguisée, main gauche. 3, 2, 1... Joli! Beaucoup plus rapide. Joli. Notre dernier essai, qui comparait la lame émoussée à la lame aiguisée, a montré que cette dernière est beaucoup plus rapide. Donc, je ne m'y fierai pas pour glisser le long de la voile sans risque, parce qu'elle me ferait descendre d'un seul coup, avec sûrement des blessures à l'arrivée. Plus la lame est aiguisée, plus la chute est rapide. Et plus la chute est rapide, plus l'atterrissage est violent. Maintenant, il faut déterminer si le sauteur aurait pu s'accrocher au couteau. Mec, ça c'est un beau costume. Tous les pirates chics vont porter ça cet automne. Je suis prêt à combattre. T'as pas du tout l'air d'un pignouf. Pignouf. Voilà bien du langage de pirate. Les deux lames, celle émoussée comme celle aiguisée, tranchent facilement la toile. Mais un humain pourrait-il seulement rester accroché à la poignée du couteau? Essai main gauche aiguisée avec Tori. 3, 2, 1. Je vois pas pourquoi vous vous inquiétiez. Ça n'avait pas l'air dur, pas du tout. Ça n'avait pas l'air dur parce que ça ne l'était pas. Il y a du potentiel, ça pourrait être un bon moyen de descendre le long d'une voile. Bien, maintenant on sait qu'avec un contrepoids de 90 kg, un couteau d'époque peut trancher le tissu d'une voile de ce type. Et qu'une lame émoussée est plus lente, une lame aiguisée plus rapide. On sait aussi qu'un humain peut s'accrocher au couteau quand il coupe la voile. Bon, je pense que maintenant, il faut partir du haut pour voir si un couteau lesté d'un poids de 90 kg peut couper la voile. Je crois que c'est à peu près le poids de Buster. C'est l'homme de la situation. Buster est sur le point d'entrer en piraterie. Magnifique. Le programme qui va suivre est une publicité présentée par les laboratoires de l'industrie pirate. Amis pirates, comme moi, vous aimez votre vie, les pillages, la liberté, mais vous détestez les canons. Ah, les canons, les armer, les charger, se faire tomber les boulets sur les pieds. C'est pourquoi nous avons conçu un produit totalement nouveau, le Tir-Fort 3000. Il vous permet de tirer des boulets de près de 3 kg à une vitesse de 480 km/h. Et ce, uniquement avec de l'air comprimé. Avec lui, plus de problème. Notre tubulure conçue en exclusivité par les laboratoires de l'industrie pirate vous permet de lancer des boulets de canon sur vos ennemis à l'aide d'air comprimé produit par des esclaves rameurs. Plus de poudre noire, plus de fumée qui vous casse la voix. Esclaves non fournis. Le Tir-Fort 3000, la dernière évolution de la technologie pirate. Revenons maintenant à notre programme. Adam et Jamie, nos chasseurs de boucaniers, ont construit un canon à air afin de tester le mythe selon lequel les éclats projetés par un boulet de canon faisaient plus de victimes que le boulet lui-même lors d'une attaque pirate classique. Tous les pirates modernes utilisent ça. La vitesse initiale d'un véritable canon est de 275 mètres par seconde. Adam et Jamie ne possédant pas un tel engin, le Tir-Fort 3000 doit s'en approcher le plus possible. On fait un dernier test de pression. On remplit ces réservoirs avec un gaz à très haute pression afin d'atteindre la puissance nécessaire. Je suis sûr que quand on me mettra dans un asile, on me fera porter ça. Tous deux semblent confiants, mais personne ne sait si le Tir-Fort 3000 tirera assez fort. Cet essai sans boulet permettra de savoir si le système à haute pression fonctionne. Bien, feu dans 3, 2, 1... C'était un bel essai. Je le sens vraiment bien. D'accord. L'essai de mise à feu par haute pression était parfait. Cela veut dire qu'il est temps de sortir ce mythe de l'atelier et d'aller le tester sur un champ de tir. Nous voilà à nouveau sur la piste de la base navale d'Alameda. Une superbe ligne droite de 2,5 km. Juste pour nous, en toute sécurité. Pardon Adam, tu as bien dit en toute sécurité?
C'est un tube de 12 mètres de long, en plusieurs morceaux. Et il y a cet engin sophistiqué à un bout, là. Ça fait pas mal de choses à aligner. Comme pour le canon à air précédent, un long tube concentre l'énergie et assure la vitesse requise pour le boulet. Si Adam et Jamie ne parviennent pas à s'approcher de la vitesse d'un vrai canon, cette expérience n'aura aucun sens. Voilà ce qu'on va tirer. Des boulets de 6 livres et demi, soit près de 3 kilos d'acier. Pour égaler la vitesse d'un véritable canon, il faudrait atteindre les alentours de 1300 km/h. On sait que cet engin n'y arrivera pas. La vitesse maximale théorique de ce truc, si on le pousse au maximum, est d'environ 770 km/h, ce qui est déjà très rapide. En fait, c'est une puissance phénoménale. Si ça fonctionne. Cet essai, le premier avec un boulet de canon, va permettre de le savoir. Adam juge utile une démonstration du résultat attendu. La pression va s'accumuler ici. Elle va sortir de ce tube et ça va faire... C'est comme si vous le voyiez en temps réel. Et le sable va couler d'ici. Et nous, on va ricaner comme des fous. Voilà ce qui va se passer. On arme le canon! Tir d'essai canon à air dans 3, 2, 1... Et voici les ricanements. C'était cool. Certes, mais la vitesse était-elle suffisante? 2000 images par seconde, donc ça fait 30 cm toutes les 4 images. Ça fait environ 30 cm en 2 millisecondes, donc 152 mètres par seconde. Ce qui nous donne 550 km/h. C'est honorable. Honorable. Et le mieux qu'il pouvait obtenir. Mais passons. L'étape suivante sera de déterminer combien de personnes un boulet de canon pouvait tuer directement. Ainsi, lorsqu'ils testeront les dommages causés par les éclats de bois, ils auront un élément de comparaison. Maintenant que le canon fonctionne, le premier essai a pour but d'évaluer les dégâts sur des humains. Donc on va sortir nos doublures d'humains et leur tirer dessus. Des doublures? On va tirer sur le bateau à bout portant, donc d'ici. Les cochons seront là. Des cochons. Ce sont des cochons de 200 kilos. Dans le monde entier, les cochons sont considérés comme des équivalents quasi parfaits aux humains. Ils ont la même proportion de graisse, les mêmes structures osseuses. Bien qu'ils ne nous ressemblent pas, ils réagissent de la même façon dans de nombreuses conditions, notamment quand on leur tire dessus avec un canon. Rassurez-vous, ces pirates porcins scientifiquement proches des humains ont été tués sans cruauté. Mais plutôt que de finir sur un étal, ils sont destinés à une cause plus noble. Debout! C'est l'heure de la science! Selon le mythe, les éclats tuaient plus de gens que les boulets eux-mêmes. Et si on veut le prouver autrement que comme une anomalie numérique, on doit savoir combien de personnes pouvaient être tuées par un seul boulet. On a donc aligné 4 cochons devant le tube, et on va voir combien vont subir ce qu'on considère être des blessures mortelles sur un seul tir. Grant, Carrie et Tori s'attaquent à un mythe hollywoodien d'envergure. Ils veulent déterminer s'il est possible de descendre du haut d'un mât en tranchant une voile. Jusqu'à présent, ils ont sélectionné un couteau et testé ses capacités à déchirer une voile de toile épaisse. De plus, ils savent que leur cobaye est capable de rester accroché au couteau. Bon, on fait quoi? Voici la prochaine étape de l'expérience. L'équipe va maintenant utiliser des voiles entières avec des coutures transversales appelées bandes de riz dans le domaine de la navigation. À bord du Balclutha, ils ont découvert qu'une voile de pirate pouvait en compter jusqu'à 4, ce qui pourrait poser problème. Ça change vraiment le comportement du couteau quand il tranche la voile. Quand on heurte ces bandes de riz, on peut vraiment être éjecté. Le couteau doit être suffisamment aiguisé pour traverser les épaisses coutures. Mais comme l'équipe l'a découvert lors des essais précédents, si la lame est trop coupante, la glissade le long de la voile se transforme en chute libre.
On est tous prêts. Buster aussi. Ses mains vont tenir le couteau quel que soit l'angle. Avec un peu de chance, il restera accroché. Les voiles sont pendues au plafond à une hauteur à peu près équivalente à celle d'un mât. Comme ça, quand il atterrira sur le pont, on pourra voir le type de blessure qu'il subira. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le hisser jusqu'au crochet automatique, planter le couteau dans la voile et le laisser tomber. Et plus dur sera la chute, dit le proverbe. Pour Mythbuster, Grant met justement au point une méthode de calcul pour déterminer les blessures potentielles. Je fais des marques sur la voile à des intervalles de 30 cm. On va filmer Buster avec la caméra grande vitesse pendant qu'il descend le long de la voile. Et en comptant le nombre d'images, on obtiendra sa vitesse. On sait qu'en dessous de 8 mètres par seconde, les blessures sont mineures. Donc un pirate atterrissant sur le pont à cette vitesse serait sûrement capable de se relever et de partir combattre d'autres pirates. Au-dessus de 15 mètres par seconde, les blessures sont majeures. Ça pourrait donc être fatal. Selon le mythe, le héros doit pouvoir continuer son chemin après sa chute. Nos amis recherchent donc une vitesse inférieure à 8 mètres par seconde. Buster va faire son premier essai avec une lame aiguisée. Essai de Buster, taille réelle avec bande de riz, lame aiguisée. 3, 2, 1... Je crois que ça n'a pas bien marché, pas vous? Je crois pas que je prendrais une lame aiguisée. Il a tapé fort. Regardez ça, ça l'a tranché. Les bandes de riz l'ont même pas freiné. Trop coupant, trop rapide. Trop dur pour Buster. Les chiffres relevés par la caméra grande vitesse le confirment. Au-delà de 8 mètres par seconde, Buster sera vraiment hors service. Je crois qu'on devrait peut-être envisager d'émousser un peu la lame. Oui. La solution consiste à émousser la lame pour ralentir la chute. Vas-y, Carrie. Poids total de Buster sur la main gauche. Lame émoussée, voile avec bande de riz. C'est parti dans 3, 2, 1... Trop émoussé. Ce que Carrie essaie de dire, c'est que le couteau émoussé a heurté une bande et que Buster est allé s'écraser par terre dans un fracas retentissant. Il faut donc une lame suffisamment aiguisée pour couper les bandes de riz, mais pas trop coupante non plus de manière à ralentir la chute de Buster. Mais qui va tenir le couteau? Il est évident que Buster est un peu raide. Contrairement à notre héros, qui sait comment amortir sa chute. Chose que Buster n'a jamais apprise à l'école des cascadeurs. Pour mettre toutes les chances de leur côté, nos amis doivent apporter un peu d'humanité à ce mythe. Il faut trouver un moyen sûr de le faire. Et que l'un de nous, et par là je veux dire toi, monte là-haut pour essayer. Est-ce que j'ai le choix? Parfait. Tori prépare la lame pour le test final, humain sur voile. Ni trop aiguisé, ni trop émoussé. Je me suis fait avoir. Leçon de jargon pirate numéro 4. Un bon pirate commence toutes ses phrases par « Voilà Céan », comme dans « Voilà Céan, Adam et Jamie » ou « Voilà Céan, Adam et Jamie avec un très grand canon ». Ou encore mieux, « Voilà Céan, Adam et Jamie avec un très grand canon pointé sur 4 cochons déguisés en pirates ». Les bateaux pirates étaient souvent chargés du double, du triple ou du quadruple de leur capacité réelle. On peut donc imaginer que pendant une bataille, il y avait beaucoup de monde sur le pont. Selon le mythe, un plus grand nombre de pirates étaient tués par les éclats projetés par un boulet de canon que par le boulet lui-même. Les essais réalisés dans l'atelier avec un canon miniature semblent confirmer cette théorie. Mais pour ces tests grandeur nature, les Mythbusters veulent d'abord déterminer le nombre de personnes pouvant être directement tuées par un boulet de canon. Pour ce faire, ils ont trouvé plus humain d'utiliser des cochons plutôt que de vrais pirates. Maintenant, on va tirer avec le canon air sur les cochons. Les pirates, pardon. Je pense que le boulet va les traverser parce qu'on va augmenter un peu la pression, remplir le réservoir de nitrogène. Donc, cochon contre sac de sable, d'après moi, les cochons perdent. Test des blessures d'un boulet de canon sur des pirates. Feu dans 3, 2, 1... Qu'est-ce que c'est?
Mal! C'est peut-être mal, mais nos doublures de pirates ont-elles survécu à l'assaut? Il est mort. Oui, je crois. Bien. Voilà le deuxième cochon. Ça se voit, là il est mort. Le troisième, mort aussi. Quatrième cochon, complètement mort. On recharge pour le prochain test. C'est dingue, 4 sur 4. C'est rentré comme dans du beurre. Du lard. On a tué 4 petits pirates et aucun n'a perdu son chapeau, enfin presque. Peut-être l'un d'eux. Ça veut dire que ce boulet de canon allait vraiment très vite. Le point de référence pour un boulet de canon est d'au moins 4 tués. C'est un moment critique pour ce mythe. Maintenant, on va tirer sur notre faux navire pirate pour voir s'il est plus dangereux de se prendre des éclats plutôt qu'un boulet de canon. Pour que ce mythe soit vrai, il faut qu'une grande quantité d'éclats soit projetée de la coque et vienne se planter dans toute la zone, ce qui tuerait beaucoup de gens. C'est une situation beaucoup plus plausible que de voir une petite troupe alignée juste devant la bouche d'un canon en train de faire feu. Canon à air dans navire pirate dans... 3, 2, 1... Pourvu que ça marche. Au moins, il n'a pas rebondi. Allons voir. D'accord. Le canon à air a de nouveau atteint sa cible. Mais qu'en est-il des dégâts? C'est bon, il a traversé. Excellent. Bon sang. C'est un vrai champ de bataille. Et je vois des éclats. Je n'en vois pas sur les cochons. J'en vois pas plantés dans les cochons. Beaucoup d'éclats. Mais contrairement aux essais miniatures, les projections ne semblent pas mortelles. Oui, je ne vois rien d'autre à dire. Parce que ça a percé un trou bien net. Si je m'étais trouvé là, j'aurais eu de la chance car le boulet de canon m'aurait raté. Mais je me serais pris des éclats dans les cuisses. Bien sûr, ça craint. Et il est clair qu'à l'époque, un gros fragment planté dans la jambe pouvait causer une blessure mortelle. Quand on pense aux infections et aux micro-organismes qu'on trouve dans le bois ou ce genre de choses. Mais ça fait quoi 2 personnes légèrement blessées ou même gravement blessées? Rien à voir avec les 10 personnes qu'un boulet de canon peut transpercer. Oui, je crois que le scénario auquel on pensait ressemblait plus à une explosion. Une explosion qui projetterait des éclats à une telle vitesse que toutes les personnes autour en seraient criblées et tuées sur le coup, comme par un fusil, ou plutôt comme par une explosion de grenade. Et je ne vois pas cela arriver avec ce truc. Je trouve que les images de la caméra grande vitesse résument bien cela. On voit une grande quantité d'éclats partir de l'arrière de la coque. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne frappe les cochons avec assez de puissance, de poids ou de vitesse. Bref, pour y rester planté. Aucun cochon n'ayant été mortellement touché par des éclats, ce mythe est sérieusement compromis. Mais Adam et Jamie rechignent à conclure qu'il est bidon. Souvenez-vous, avec une vitesse initiale d'environ 650 km/h, le canon à air n'atteint pas le niveau d'un véritable canon. On doit trouver un moyen d'obtenir une très grande vitesse. Ils ont à nouveau la pression pour trouver un véritable canon et en finir avec ce mythe. L'équipe de Mythbusters essaie de se laisser glisser le long d'une voile à l'aide d'un couteau. Malheureusement, si Buster est un cobaye parfait, il n'est pas très doué question atterrissage. Pour ce mythe, il va falloir que quelqu'un joue le rôle du mannequin. Moi, je veux pas le faire. Moi non plus. Tori étant le clown de service, l'équipe se délocalise au cirque. Tout y est, le trapèze, les filets et le matériel de sécurité. Carrie, Tori est sur le point de tenter une cascade très dangereuse. Carrie, quelque chose me dit qu'elle ne prend pas cela au sérieux. Avant que ce mythe ne devienne un véritable cirque... Merci Carrie, ça suffit. Tori demande quelques secondes à Eric Brown, professeur de trapèze. Le filet peut supporter quelqu'un de ma taille tombant d'une hauteur supérieure à celle de l'armature. Quoi qu'il arrive, pas de danger. Quoi qu'il arrive, tu toucheras pas le sol. Mais non, j'ai dit quoi qu'il arrive, pas de danger.
Le plus grand risque est de se blesser en heurtant une partie de ton corps avec une autre partie de ton corps. Le plus courant est de frapper son nez avec son genou. D'accord? C'est déjà arrivé. Ma sœur s'est cassé le nez à 14 endroits différents. Cool, essayons. Elle s'est pris les genoux dans le visage. Bon, j'essaierai d'éviter si je peux. Quand Buster a tenté l'expérience, cela semble lui avoir coûté plus qu'un coup de genou dans le nez. Pour cet essai, la voile est hissée à la même hauteur que celle qui a été fatale au mannequin. Tori compte sur son couteau à moitié aiguisé pour ralentir sa chute tout en passant au travers des bandes de riz. Bon, je m'apprête à monter au sommet de la voile. On va faire un essai de chute libre sans le couteau, juste pour vérifier ma vitesse. Je suis un peu nerveux parce que je ne sais pas trop comment je vais atterrir. Je voudrais juste éviter de m'écraser les genoux contre le visage. Si je peux éviter ça, ça ira. Après cet essai sans le couteau, il sera temps de se lancer et de faire un sort à ce mythe. Essai grandeur nature avec Tori, vérification chute libre. 3, 2, 1... Génial! Ça va? Oui. Dans quelle mesure c'était en chute libre? Vous l'avez beaucoup retenu? Pas mal de chutes libres, il me semble. T'étais parfait, t'es resté bien contre la voile tout du long. Tu faisais semblant de tenir le couteau. Tu n'aurais pas pu mieux faire. Et encore une belle chute pour Tori. Mais aurait-il survécu pour continuer le combat? En fait, c'est pas mal. Il tombe bien droit, il panique pas du tout. Très bonne attitude. Les pirates ne paniquent pas. Toi, tu pourrais. Un pirate, non. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout à la fin, ta vitesse est de 8 mètres par seconde. C'est un peu moins que ce que prévoit la physique, mais je pense quand même que... C'est proche de la chute libre. Ouais. Et ça veut dire que s'il n'y avait pas le filet, tu te casserais les 2 jambes. Et tu serais en très mauvais état. Heureusement qu'il y a le filet. Donc, chute libre égale jambes cassées. La question est, planter un couteau dans cette voile ralentira-t-il suffisamment Tori pour confirmer ce mythe? Maintenant, mon principal souci est de m'accrocher au couteau. Un pirate pourrait-il le faire tout en coupant la voile, en butant sur les bandes de riz, sans lâcher? Il faut que je me concentre là-dessus. Tori, Oui? tu t'assures pas? Si. Bon. Vas-y, Tori. La sécurité installée, Tori monte au gréement. Il a choisi le poignard main gauche, ni trop aiguisé, ni trop émoussé. Test voile pirate, grandeur nature, chute libre de Tori, lame aiguisée. D'accord, quand tu veux. C'est parti, 3, 2, 1... Ça va? Oui. C'était dingue. Dès que j'ai touché la bande, le couteau a été éjecté. Finalement, les bandes de riz l'ont éjecté. Mais si la lame avait été plus coupante, il serait tombé trop vite pour repartir sain et sauf. Tori n'a pas dit son dernier mot. Ce que je voudrais, c'est essayer encore une fois. Me déplacer un peu sur la voile, maintenant que je sais ce que ça fait, et juste voir si j'arrive à tenir cet angle. Parce qu'au début de la descente, j'ai eu l'impression que le couteau me ralentissait. Tenace, Tori fait un dernier essai. C'est parti, 3, 2, 1... Oh non! Mince! Le résultat est exactement le même. Il semble qu'un couteau suffisamment émoussé pour permettre une descente sûre ne parvienne pas à trancher les bandes de riz. Tu t'es accroché au couteau. C'est juste que cette force... Oui, elle m'a éjecté. Ce n'est pas que ça m'a arraché le couteau des mains. Ça a juste poussé le couteau vers le haut et je suis tombé de la voile. La grosse différence entre toi et Buster, c'est que sa prise était rigide et tout avait été fixé. Son poing ne pouvait pas partir en arrière. T'as eu une réaction humaine normale. Tori, prêt pour le verdict? Couper une voile avec un couteau, c'est tout simplement trop difficile. Dès que j'ai heurté la bande de riz, l'angle du couteau a changé, ça l'a éjecté et je suis tombé. On a fait ça avec un être humain et un couteau aiguisé sur une voile grandeur nature avec des bandes de riz. On ne pouvait pas faire plus réaliste. Je suis un peu déçu. Je sais. Je crois que le poignet d'un humain n'est pas assez fort pour tenir cet angle.
En plus, avec une voile de l'époque, tu aurais dû passer non pas une, mais 2 bandes de riz. Et chacune passe d'1 à 3 épaisseurs de toile, puis de 2 à 3 épaisseurs, et à nouveau à 1. Et ce n'est pas tout. Dans la vraie vie, ça veut dire que ton couteau devrait être assez aiguisé pour couper les bandes de riz et assez émoussé pour te ralentir. Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Seulement dans les films. Je pense que c'est bidon. Triplement bidon. Bidon. Désolé Douglas, ce mythe est bidon. Maintenant, un mythe maritime explosif. On raconte que lors d'un assaut, les éclats projetés par un boulet de canon font plus de victimes que le boulet lui-même. Les essais effectués avec un canon à air géant suggèrent que ce mythe est bidon. Mais sans une vitesse initiale précise, notre dynamique duo rechigne à clore le dossier. Je ne sais pas. Je regarde ces éclats. Je suis vraiment content de notre système. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est bidon. Je ne sais pas. Un vrai canon tirerait son boulet 2 fois plus vite que notre canon à air. Et ça équivaut à peut-être 10 fois la puissance réelle. D'accord, mais le boulet a traversé tout le bois qu'on avait mis, plus les cochons. Il a fait tout ce qu'on voulait. Eh bien, en fait, je peux avoir accès à un vrai canon qui tire de vrais boulets. Tu veux essayer? Oh oui! Allons-y, rapporte tout ça sur le site et on réessaie. En fait, puisqu'ils vont cette fois manipuler de vraies armes, ils doivent se rendre sur le champ de tir le plus proche, le seul endroit où c'est autorisé. Harry les y accompagne avec son joujou. Voici le vieux Moïse. La remorque ou le canon? Le canon, parce qu'il a une grosse voix et dicte sa loi. Bon sang. Il s'agit de la réplique d'un modèle de la guerre de sécession de 1841 qui fonctionne parfaitement. Ce n'est pas exactement celui qu'utilisaient les pirates, mais un canon reste un canon. C'est un de ces cas où je suis sûr que le résultat va être controversé. Mais on ne peut pas nous accuser de ne pas être minutieux. Et s'il y a des pirates qui ne sont pas d'accord, j'aimerais bien leur parler. Le canon qu'on va utiliser appartient à ce qu'on appelle l'artillerie de terrain. C'est le genre d'engin qui allait en plein champ de bataille pendant la guerre de sécession. Nous, on parle de canon de pirates, mais c'est la même chose. La taille des boulets est la même, comme ceux qu'on a utilisés pour le canon à air. C'est un format particulier qu'on trouvait sur les navires pirates. Donc, l'impact sera le même. Ce premier tir dans les barils d'eau permettra à l'équipe d'évaluer la vitesse initiale. Et si le vieux Moïse atteint les 400 mètres par seconde, ils sauront qu'ils ont là le bon instrument. Bien, voyons si ça suffit pour contenir 500 grammes. Harry va utiliser un peu plus de 500 grammes de poudre noire pour tirer un coup de 2,5 kg. Voilà. Pas trop dur. À l'avant, on charge. Chargé. Au cœur de la bataille, une équipe de canonniers d'élite était capable d'allier rapidité, cadence et précision. Avoir des boulets de la bonne taille aide aussi. Quoi? Trop gros. Non. On les a commandés spécialement pour le canon et ils sont trop larges. Ou alors... On a un petit problème inattendu. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir et mettre sur le papier. Nos boulets sont trop gros pour la bouche de notre canon. Pas très pratique pour tirer. À moins qu'ils ne trouvent rapidement des boulets plus petits, ce sont eux qui vont être bidons. Adam et Jamie essaient de déterminer ce qui fait le plus de dégâts lors d'une attaque pirate, les boulets de canon ou les éclats qu'ils projettent. Le seul problème est que leurs boulets ne rentrent pas dans leur canon. Mais Adam a trouvé une solution ingénieuse. Là, j'utilise un outil pirate d'époque. Une meuleuse angulaire. Adam va meuler le boulet jusqu'à ce qu'il s'adapte à la taille de la bouche du canon. Ça n'a rien de pirate. C'est une espèce d'amarante. Allez.
Cette distraction passée, l'équipe arme le canon et le vieux Moïse est prêt à entrer en action. Dégagez! Feu dans 3, 2, 1... C'est sûr, le vieux Moïse a tiré. Mais où est le boulet? Il est pas là? Eh non. Il a rebondi? Alors il est de l'autre côté. Un boulet de canon manque à l'appel. Mais il n'y a pas que cela. On n'a pas pu déterminer la vitesse initiale de cet essai car au moment de la détonation, on ne sait pas pourquoi, l'alimentation de notre caméra grande vitesse a lâché. Donc, on a changé l'alimentation et on va refaire le même tir. On doit connaître la vitesse initiale. On doit pouvoir comparer avec l'essai précédent. Quelques renforts pour éviter les ricochets et c'est parti pour le deuxième essai. Chargez! Dégagez! Feu dans 3, 2, 1... On a le boulet! On a arrêté le boulet. Joli coup! Cette fois, pas de boulet rebondissant. Le talus a encaissé toute la puissance du tir. C'est plus profond que ça. Donc, on a une vitesse initiale de 435 mètres par seconde. C'est sûr, parce qu'on peut voir quand le boulet sort de la bouche. Et on peut le voir percuter la poubelle. Or, je sais que la poubelle est exactement à 3 mètres de la bouche. Cela veut dire que ce tir est 7 fois et demi plus rapide que celui obtenu avec notre canon à air. La seule question à laquelle on doit encore répondre, c'est si l'augmentation de la puissance rend nos éclats de bois plus meurtriers. Les canons à air, petits et grands, ont permis d'élucider une partie du mythe. Mais seul le vieux Moïse possède la puissance nécessaire pour le vérifier réellement. L'authentique prototype de navire pirate de Adam est abaissé et les cochons mis en place. Voici notre équipage. Et pour prouver ce mythe, il faudra qu'il soit criblé d'éclats et que ce soit très profond. Allez, pirates, on va faire cracher les canons. J'en bave. Et il n'a encore rien vu. Feu dans 3, 2, 1... D'ici, on dirait que ça a bien troué le chêne. Oui, ça a bien troué le chêne. Un joli petit trou. L'objectif n'est pas de traverser le bois. Ce qu'ils veulent, ce sont des éclats mortels. Tu vois quoi? Je vois encore moins d'éclats qu'avant. C'est clair qu'il y a des éclats partout. Et je n'en vois pas un seul planté dans les cochons. Ah si, un. Attends un peu. C'est rentré d'un peu plus d'1 centimètre. Et c'est la plus grave blessure qu'on ait pu voir. Mais ce n'est toujours pas mortel. L'augmentation de la vitesse initiale s'est vraiment accompagnée d'une plus grande puissance. Ça a tout déglingué. Les dégâts sur le bateau pirate sont bien plus importants que pour le test avec le canon à air. Le vieux Moïse a une puissance de feu considérablement plus grande que notre canon à air. Et il a projeté des éclats partout, mais le résultat est le même. D'après ce que je vois, ils ne sont pas très lourds. Ils ricochent sur ce qu'ils rencontrent, ils rebondissent. Ils ne pénètrent pas vraiment. À partir de là, la seule chose qu'on peut dire sur ce mythe, c'est qu'il est bidon. Les éclats ne sont pas aussi meurtriers que le boulet de canon. Bien, offrons à nos pirates une dernière demeure et classons l'affaire. Tu peux arrêter. Maintenant, oui, on a fini. On devrait peut-être essayer avec un canon plus gros, non? Ce mythe est bidon.